C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les massacres des forces de soutien rapide à El Fasher au Soudan. La Cour pénale internationale affirme que des atrocités commises dans cette ville du Darfour pourraient constituer des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On fera le point dès le début de ce journal. Le dépôt de candidature du président de la transition en Guinée, Mamadi Doumbouya, a mis fin au suspense en la déposant ce lundi à la Cour suprême. Vous verrez que cette candidature fait débat dans le pays. Nous serons à Conakry dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, on vous fera découvrir une belle initiative au Kenya. Elle est menée par des artistes qui ont décidé de s'installer dans un bidonville pour faire découvrir l'art à des enfants défavorisés. Ils y donnent même des cours. Les détails à suivre. On commence ce soir par cette alerte lancée par la Cour pénale internationale, la CPI, qui a averti que les atrocités commises dans la ville d'El Fasher, dans le nord du Darfour au Soudan, pourraient constituer des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des massacres attribués aux forces de soutien rapide. Les paramilitaires en guerre contre l'armée régulière sont soupçonnés d'être soutenus par les Émirats arabes unis. Ludovic de Foucault. À environ 80 km à l'ouest d'El Fasher, des milliers de réfugiés qui ont réussi à fuir la ville ont établi des abris de fortune. Je n'avais jamais entendu de tir aussi violent. Tout le monde a fui la ville, soldats et civils ont fui. Chacun s'est précipité pour échapper aux tirs partout autour de nous. Les survivants racontent des histoires effroyables. Quand les forces de soutien rapide qui ont fait scission de l'armée régulière ont pris le contrôle d'El Fasher le 26 octobre. Des récits d'exécutions de masse et de viols. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale avertit désormais que ces atrocités pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Avant la guerre, 1,5 million de personnes vivaient à El Fasher, et si l'ONU estime que plus de 65 000 personnes ont fui la ville, elle craint que des dizaines de milliers d'autres y soient encore piégés. Les organisations humanitaires comme la Croix-Rouge sont dans l'incapacité d'aller leur porter secours. L'histoire se répète et la situation s'aggrave à chaque fois qu'un territoire tombe entre les mains de l'autre partie. Ces porteurs d'armes n'ont aucune retenue. Et c'est ce qui est le plus préoccupant. Ces violences rappellent celles d'il y a 20 ans, lorsque les Janjaouides, milices arabes à l'origine des RSF, avaient été accusés d'avoir perpétré un génocide à motivation ethnique contre la population du Darfour. À l'ONU, l'ambassadeur du Soudan a pointé du doigt les Émirats arabes unis en les accusant de financer et d'armer les forces de soutien rapide. Le micro-État du Golfe s'obstine à nier toute implication, malgré une cascade de rapports d'experts et d'enquêtes de journalistes. Et puis justement, ne manquez pas dans l'édition de 22h, heure de Paris, dans l'actu 360, l'interview de Justine Musique Piquemal, directrice régionale en charge du Soudan à l'ONG Solidarité Internationale. Elle se rend régulièrement sur le terrain et on fera le point avec elle sur la situation. Ça y est, c'est officiel. Le chef de la transition en Guinée a officiellement déposé sa candidature ce lundi à la Cour suprême. Le général Mamadi Doumbouya est donc candidat à la présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Une démarche très attendue, mais aussi vivement contestée par une partie de la classe politique. Ses partisans, mobilisés devant la Cour suprême, ont salué cette décision. Le point avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. C'est aux environs de 16 heures que le général Mamadi Doumbouya, sous une forte escorte sécuritaire des forces spéciales, s'est présenté à la Cour suprême de Guinée. L'arrivée du chef de la transition guinéenne a provoqué une forte mobilisation de ses partisans devant l'institution. Ils se réjouissent de cette candidature de Mamadi Doumbouya. Il a écouté le peuple et nous lui disons merci. Le reste, nous sommes là pour mouiller le maillot pour lui, pour l'accompagner et tout faire pour qu'il ait au moins 90% de l'électorat. Ça veut dire que le président est à l'écoute du peuple. Le peuple de Guinée a demandé à ce qu'il se présente. Il a écouté. Aujourd'hui, il a déclaré sa candidature. Nous sommes très contents, nous sommes très fiers. Mais cette candidature suscite de vives polémiques. Plusieurs leaders politiques qui n'ont pas souhaité ouvertement s'exprimer dénoncent la candidature du général Mamadi Doumbouya et appellent la communauté internationale à réagir. Ils estiment que cette candidature remet en cause la neutralité du processus électoral et risque d'accentuer les tensions politiques dans le pays.
L'appel à la ville morte d'Issa Chiroma Bakary au Cameroun a-t-il été entendu? Le candidat malheureux à la présidentielle revendique toujours sa victoire. Le mouvement a été diversement suivi dans le pays. À Yaoundé, la vie était quasi normale, même si les activités tournaient au ralenti. La correspondance de Marcel Amon. Au premier jour du mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Chiroma Bakary, qui conteste toujours la victoire de Paul Biya, la circulation était quasi normale ici à Yaoundé. Si la plupart des commerçants ont ouvert leurs boutiques, les clients étaient plutôt rares. Depuis qu'on a tranché la fin, le président qui reste président ici au Cameroun, on est déstabilisé parce que les gens ne viennent plus en ville. Les gens ont peur d'y arriver. On n'a plus le gain qu'on gagnait comme avant. Maintenant, pour rentrer avec une somme de 3 à 4 000 ici, c'est des problèmes. On souffre. Un mot d'ordre de ville morte peu suivi donc dans la capitale, mais depuis la proclamation des résultats et la crise post-électorale qui s'en est suivie, Yaoundé n'est plus ravitaillé par les camions venant du septentrion et les prix flambent. Le cas ne voyage pas. Vous allez faire comment? Dis-moi, vous allez faire comment pour que nous on mange? Parce que là où je suis sorti là, j'ai faim. Je veux faire comment alors pour manger? Vous voulez que nous on meure seulement? Alors que le mot d'ordre de ville morte lancé par le candidat du FSNC court jusqu'à mercredi, à l'Assemblée nationale, les préparatifs pour la prestation de serment vont bon train. Paul Biya, déclaré vainqueur avec 53,66% et qui, à 92 ans, dont bientôt 43 au pouvoir, empile pour un 8e mandat de 7 ans, devrait le faire dans les prochains jours. Autre scrutin le 28 décembre prochain en Centrafrique. Des élections municipales, régionales, législatives et présidentielles vont se tenir. Les conditions sécuritaires sont-elles réunies pour cette échéance? Marc Perelman a pu poser la question au président Faustin Archange Touadéra lors d'un entretien. Écoutez. Bien sûr, compte tenu de nombre de scrutins, élections que nous allons, qui vont passer le 28, c'est vrai que c'est un grand défi pour la République centrafricaine. Mais c'est un grand défi, nous faisons confiance à notre peuple, à l'organisation, c'est-à-dire à l'ANE, l'Autorité nationale des élections, et de toutes les institutions qui travaillent pour que ces élections se déroulent bien et de manière transparente, sécurisée et paisible pour la population centrafricaine. C'est vrai qu'il y a des défis. Vous savez que la République centrafricaine revient de très loin. Et aujourd'hui, après 10 ans, nous relevons la tête. On ne va pas tout résoudre en même temps, mais nous avons progressé. Et c'est dans ce sens que le peuple centrafricain a sollicité ma candidature. Je crois que le peuple centrafricain, au regard des marches, des demandes, pense que je pourrais continuer à faire l'affaire. Ils vous le diront le 28 décembre. J'ai confiance, j'ai confiance. Voilà cet entretien que vous pourrez retrouver sur notre site internet france24.com, mais aussi sur nos antennes vendredi. En Tanzanie, Samia Suluhu Hassan a été investie ce lundi. L'Internet reste coupé depuis les manifestations réprimées dans le sang contre son élection. L'opposition évoque au moins 800 morts. À 65 ans, elle avait été promue à la tête de la Tanzanie à la mort de John Magufuli en 2021. La suspension d'une dizaine de partis politiques en République démocratique du Congo. Tous sont membres de la plateforme Sauvons la RDC, lancée à Nairobi par l'ancien président Joseph Kabila. Une réunion que Kinshasa a qualifiée de messe noire. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Au total, 12 partis politiques sont concernés par la suspension de leurs activités. Il y a le LGD de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, la piste pour l'émergence de cette Kikouni ou encore l'ATD de José Makila. Il s'agit de partis politiques d'opposition ayant participé au conclave de Nairobi autour de l'ancien chef d'État Joseph Kabila. Son parti, le PPRD, est d'ailleurs lui aussi suspendu. Alors pour le ministère de l'Intérieur, eh bien, les activités de ces
ces partis porte atteinte à l'ordre institutionnel, à la souveraineté de l'État. Il faut rappeler que Joseph Kabila a été condamné à la peine de mort par la justice congolaise pour complicité avec l'AFC M23. Le gouvernement ajoute avoir déjà saisi le Conseil d'État pour obtenir la dissolution de ces 12 partis politiques. Alors cette décision a provoqué de nombreuses réactions. Dans une déclaration commune, les opposants dont les partis ont été suspendus dénoncent ce qu'ils qualifient d'un acte de guerre contre le pluralisme politique et se disent victimes d'un régime autoritaire. La coalition Lamouka, formée autour de Martin Fayulu et qui n'est pas concernée par cette décision, estime que c'est une sanction abusive et antidémocratique. De son côté, une partie de la société civile comme l'Assado alerte sur une dérive qui se met petit à petit en place en République démocratique du Congo. Avant de se quitter, on part à Nairobi au Kenya où des artistes ont investi un bidonville pour exposer leur œuvre, mais aussi pour faire découvrir l'art aux enfants défavorisés qui y vivent. Des cours y sont même dispensés. Laurent Berstecher. Sous les toits en tôle rouillée du bidonville de Mukuru à Nairobi, des dizaines d'enfants apprennent à manier le crayon et le pinceau. Une nouvelle forme d'expression pour la plupart de ces jeunes Kenyans qui leur permet de canaliser leurs émotions à travers l'art. La vie ici est très difficile. À la maison, les enfants sont souvent tous agglutinés dans la même pièce. Tout se passe là-bas. Il n'y a pas d'endroit où ils peuvent exprimer leurs émotions. La plupart de ces enfants deviennent donc adultes avant l'âge. Fondé en 2004 par un groupe d'adolescents, le collectif d'artistes Wajuku était pour eux un échappatoire face à une vie quotidienne rythmée par la pauvreté et les violences. Une vingtaine d'années plus tard, le lieu reste un refuge pour les jeunes artistes et enfants du bidonville et un rare lieu d'expression artistique dans une communauté où les défis économiques prennent souvent le pas sur les questions de santé mentale. À cause des difficultés financières, les parents ne font pas attention à leurs enfants. Les problèmes psychologiques sont souvent relégués au second plan. Mais l'art peut servir d'outil pour exprimer leur créativité, leurs pensées et leurs doutes. Le collectif veut également encourager ces jeunes talents à vivre de leur art. Une trentaine d'artistes émergents et plus de 150 enfants participent régulièrement aux cours et ateliers tenus à Wajuku. Certains espèrent un jour voir leur travail exposé à travers le monde. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Claire Hildebrandt.